Je passe la parole donc du coup tout de suite à Guillaume Timeyer pour Monet et Schumann, vue d'Allemagne, perception et héritage. C'est bien. Alors, je vais parler de la perception Monet de Schumann du point de vue allemand. Qu'est-ce que ça veut dire? Je parle surtout de l'opinion publique, l'opinion publique qui à l'époque est surtout représentée par les médias. Ce sont surtout les journaux, parfois la télévision, mais je me concentrer sur les journaux. Autres documents, ce sont les débats parlementaires, surtout au Bundestag, et des mémoires des politiciens. Ça, c'est ce qui signifie le public allemand à l'époque, c'est-à-dire dans les années 50, 60 et 70. Je propose de faire la différence entre trois phases du débat sur Monet et Schumann. Il y a une première phase qui est déjà dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire 1943 à 1945. Une deuxième phase qui commence justement après la Deuxième Guerre mondiale et qui va jusqu'à environ, je dirais, 1970. Ce ne sont pas des dates précises, bien sûr, mais environ 70, puis un changement. Et il y a une troisième phase qui commence à 70, qui va jusqu'à nos jours. Je vais terminer avec une estimation ce qui se passe actuellement en Allemagne en ce qui concerne la perception de Schumann et de Monet. Je commence avec la première phase, la Deuxième Guerre mondiale, et il y a au 10 septembre 1943, dans un article dans le Südpost Echo, qui est un journal allemand nazi, bien sûr, à Vienne, à l'époque. Ça fait partie de l'Allemagne, de Großdeutschland, l'Allemagne nazie. Et il y a un article intitulé « Wer ist Jean Monnet ?» Qui est Jean Monnet? Et je cite maintenant de cet article ainsi: Jean Monnet est effectivement un homme pour le Front économique africain désormais établi. Payé par l'Amérique, il représente le type de collaboration, disent le mot collaboration, qui doit contribuer à vider la vieille Europe au profit des États-Unis. Il y a deux aspects que je pense qui sont intéressants dans cet article. C'est, premièrement, il y a des parallèles, un parallélisme entre les critiques de communistes français de l'après-guerre, mais ça, c'est la perspective de l'Allemagne nazie. C'est la propagande nazie et leur vue sur Jean Monnet à l'époque. Deuxième aspect de cet article est le militarisme de ce langage. C'est un langage de militaire. Ils disent que Monet est envoyé par les Américains en Afrique pour lutter pour le capital américain. Troisième aspect qui est intéressant, Monet n'est pas français ici. Il est quelqu'un qui est mené par les Américains, je ne sais pas, mais il n'était pas français. Il n'est pas même mentionné dans l'article que Monet est de nationalité française. Ça, c'est la perspective, c'est très typique pour la perspective nazie sur Monet pendant la Deuxième Guerre mondiale. Schumann n'est pas mentionné. Il n'y a pas de mots sur Schumann dans les médias allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Schumann, Monsieur Jean Schumann nous a raconté ce matin, il avait de bons contacts avec les Allemands, il a été arrêté par les Allemands et c'était le Gauleiter Würge qui a essayé de gagner Schumann pour la collaboration avec l'Allemagne nazie, mais il a refusé. Mais au public, il était largement reconnu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Avec ça, je passe deuxième phase après la guerre. Et c'est l'hebdomadaire de Die Zeit de Hambourg qui est écrit en mai 1950 sur Monet. À gauche, vous voyez l'allemand, à droite, c'est ma traduction en français. Et je cite: « En représentant de ce nouveau type est Jean Monnet. Il est en quelque sorte le chef d'état-major de l'économie française.
Il est derrière le plan Schuman qui sera peut-être le premier début réel de l'unification de l'Europe. Et il semble qu'il offre toutes les garanties pour surmonter les préoccupations et les conflits d'intérêts nationaux, car les hommes de sa temps n'ont qu'un seul intérêt, faire de l'Europe un going concern. On utilise l'expression anglaise. Et comme on dit dans les langages des managers, il y a quelques continuités de l'époque nazie aux années 1950. Tout d'abord, le militarisme. On parle de l'état-major économique. Ça n'existe pas, bien sûr, mais ça, c'est la métaphore qui est utilisée ici. Et deuxième continuité, c'est un homme d'affaires. Ce n'est pas un politicien, ce n'est pas un Français, c'est un homme d'affaires qui fait quelque chose et qui est derrière le plan Schuman. Ça, c'est la perspective de Die Zeit 1950. Autre article 1953, c'est Deutsche Zeitung qui est de Stuttgart. C'est aussi intéressant, je cite encore une fois, Monet n'est pas un brillant orateur. Le jeu parlementaire lui est suspect. Sinon, il le rend pour le moins nerveux. C'est un homme qui a confiance en sa force de travail, en son intelligence, en sa volonté et ses collaborateurs, et qui a le courage de planifier et d'agir à grande échelle. Il ne se fera pas d'illusions sur ce qui lui est opposé. Mais on ne peut pas nier que c'est un homme, que cet homme est une personnalité remarquable dans le monde européen des sceptiques, des opportunistes et des affairistes. Encore une fois, cette perspective sur Monet comme un homme d'affaires qui est méfiant en ce qui concerne la démocratie. La démocratie et les débats parlementaires, c'est un manager, c'est quelqu'un qui gère l'écologie. Ça, c'est typique, je pense, pour la perspective allemande à l'époque sur Jean Monnet. Je passe à Schuman, en même époque. Il est, comme j'ai dit avant, très peu connu dans le public allemand avant 1945. Il y a le premier article sur Schuman, c'est intéressant, c'est la Allgemeine Kölnische Rundschau, un journal de Cologne, 13 octobre 1943, qui c'est une bref article sur la rencontre Adenauer-Schuman à Bassenheim. Bassenheim se trouve en Palatinat. À l'époque, c'était zone d'occupation française en Allemagne. Et on parle là dans le renouvellement de l'amitié entre les deux hommes. Mais ce qui est intéressant, que de tous les deux, Adenauer aussi que Schuman, après, on dit, c'était la première rencontre à Bassenheim entre les deux. Et on peut se demander pourquoi la Gazette de Cologne rapporte qu'ils vont renouveler leur amitié qui date, selon la Gazette de Cologne, des années 20 de l'entre-deux-guerres. Je ne sais pas exactement, mais je pense que c'était Adenauer qui a lancé cette information parce que pour lui, c'était le temps de gagner la présidence du CDU, les chrétiens-démocrates en Allemagne, et en même temps, en préparation d'un nouvel État de l'Ouest qui était en fondation. Et avec ça, il pouvait montrer au public allemand, moi, je suis déjà intégré dans les réseaux internationaux, je connais bien des personnages importants, comme par exemple Robert Schuman, à l'époque ministre des Finances français. Alors, fait partie d'une campagne d'Adenauer qui utilise Schuman pour la politique antérieure, en quelque sorte. Mais c'est la première fois, tu m'arranges, que les deux se sont rencontrés. Autre exemple, c'est un article paru dans la Süddeutsche Zeitung 1950 et qui présente aux lecteurs de Süddeutsche Zeitung la personnalité de Schuman. C'est rédigé par un journaliste, Erich Kubi. Kubi est un intellectuel, journaliste de gauche à l'époque qui a écrit beaucoup de livres d'importants et qui est journaliste pour la Süddeutsche Zeitung. Et il a fait un portrait de Schuman à l'occasion du plan Schuman, intitulé « Il est la France réaliste ».
et je cite maintenant, barre de la capacité de tirer excusez-moi, je vais me mettre là, barre de la capacité à tirer de la vie ses bons et joyeux côtés, il en jouir sans quitter les limites de la modération, par du plaisir ou de forme parfaite, de la forme brillante, ces travailleurs austères ont déterminé le destin de la France dans les périodes les plus difficiles où il fallait surmonter une vraie et une fausse victoire. Schuman est réaliste, contrairement à la politique européenne exaltée de brillant, et donc apte à faire avancer l'entente franco-allemande en 1950. Schuman est un patriote français qui a soumis ses sentiments patriotiques à la dure domination d'une raison implaçable et qui est donc, et seulement pour cela, également européen. Ce qui est intéressant ici, c'est que Schuman est présenté comme un patriote français en même temps que européen. Et européen, justement, pour des raisons, pour l'exemple des raisons. C'est une question de raison pour lui. Ce qui est intéressant, et il n'est pas évoqué, ce que vous avez déjà mentionné, que Schuman était de la Lorraine, qui, à l'époque où il était né, était allemand. Mais ici, on souligne que Schuman est un patriote français. Il y a une contradiction là, que Kubi fait dans ce contexte. Je passe à la troisième phase. Elle est fortement influencée par la traduction des mémoires de Jean Monnet en allemand. C'était en 1979. Et ce qui est particulièrement intéressant avec ces mémoires en allemand, c'est pas en français, mais en Allemagne, il y avait un avant-propos de Helmut Schmidt. C'est quelque chose d'exceptionnel parce que Helmut Schmidt, à l'époque, était chancelier allemand. Et c'est très rarement qu'un chancelier fait un avant-propos pour les mémoires d'un autre politicien. Et il écrit là, dans cet avant-propos, c'était à mes yeux un homme unique, alors Monnet, Schmidt sur Monnet, c'était à mes yeux un homme unique, un type, il écrit en Karl, c'est difficile à traduire, ça veut dire un Karl, c'est quelqu'un qui est très, très déterminé, il sait ce qu'il veut, mais dans un sens très, très positif. Hein. Ça c'est ein Karl. Moi, j'ai dit un type, je ne sais pas si c'est vrai. Comme on dit sans doute en Allemagne, un génie. Alors, c'est l'admiration. Et c'est aussi important parce que Chastepuis avait des relations personnelles avec Monnet. Il était membre du comité d'action. Il était fortement influencé par les idées de Monnet. Il y a certainement une certaine admiration. Ce qui est intéressant est ce que ça est repris par Rita Süssmuth. Rita Süssmuth, politicienne importante dans la CDU, présidente du Bundestag, etc. Et elle a écrit que Monnet faisait partie de personnalités, et je cite, « Donc nous avons un nouveau urgemment besoin aujourd'hui en Europe ». Et aussi, on passe par le mythe, au mythe de Monnet. Hein. En Allemagne, maintenant, à partir de 1970, il est le représentant de l'Europe. On ne parle plus de manager, on ne parle plus des États-Unis, c'est le représentant de l'Europe dans la perception du grand public. On peut aussi, il a reçu des prix divers, c'est surtout le prix Charlemagne, le Karlspreis, bien connu en Allemagne, très réputé, déjà en 1953, comme Schuman quelques années plus tard. Schuman, c'est la même chose. Schuman a rendu visite au Bundestag en 1959. Il a reçu en public par le président du Bundestag à l'époque, Eugen Gerstenmaier, et je cite encore une fois, « Eh bien, Monsieur le Président, nous ne saluons pas seulement en vous le président du Parlement européen, mais nous saluons en vous l'un des grands unificateurs de l'Europe qui ont placé devant nous une grande image née des tournements et des deux guerres mondiales, de la misère, de la première la première moitié de ce siècle,
une grande image qui a gagné la jeunesse de l'Europe, qui a gagné les parlementaires de l'Europe et laquelle nous voulons rester fidèles, même en dépit des résistances et des difficultés de notre côté dans cette assemblée. C'est purement positif. Il est le représentant de la réconciliation franco-allemande, il est le représentant de la construction européenne, et ça c'est typique pour la perception de Schuman à cette époque. Entre 1966 et 1999, l'université de Bonn, c'était l'université où Schuman a fait ses études, a décerné un prix Schuman, aujourd'hui, ils ne font plus, à des personnalités particulièrement militantes dans le domaine de l'intégration européenne. Ça aussi montre comment Schuman est estimé. Autre exemple que vous voyez ici, ce sont des timbres. On a créé en Allemagne des timbres de Schuman en 1968 et de Monet en 1977. Là, vous voyez les timbres, aussi les phrases. Et je vais terminer aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, Monet est largement oublié en Allemagne. Si vous posez la question à la jeune génération, qui est Jean Monnet, il y a toujours la réponse, c'était peut-être un peintre, je ne sais pas. Ah non, on ne parle pas de Claude en bas de Jean Monnet, mais il est largement oublié. C'est intéressant ça. C'est pas exactement, mais pareil avec Schuman, mais pour Schuman, il y a encore quelques traces de mémoire. Il y a, j'ai trouvé 3 écoles, il y a peut-être plus, qui sont nommées d'après Robert Schuman. Ce sont des Europaschulen en Allemagne, alors les écoles qui s'occupent de l'intégration européenne, qui est rééducation dans un sens européen, qui s'appelle Robert Schuman Schule. Mais c'est rare. C'est rare. Il n'y a aucune école qui s'appelle ta région. Autre exemple, il est dans les mémoires récemment publiées en Allemagne. Là, vous voyez Wolfgang Schäuble et Angela Merkel. Angela Merkel a aussi traduit en français, je plus ça. Il n'y a aucune trace, ni de Monet, ni de Schuman. Il parle beaucoup de la coopération franco-allemande, il parle de l'intégration européenne, beaucoup, mais pas un mot de Schuman et de Monet. Et ça, je pense que c'est typique pour l'Allemagne de l'actualité. La conclusion. J'ai essayé de vous expliquer qu'il y a, à mon avis, 3 phases de réception de Schuman et Monet en Allemagne. Premièrement, sous la dictature nazie, Monet était diffamé en tant qu'agent américain au grand capital de Wall Street. Il y a des parallélismes que vous avez évoqués déjà. Schuman n'est pas du tout connu au public. Entre 1945 et 1970, Monet était perçu comme un expert économique européen, Schuman comme un homme politique français et aussi européen. Troisième phase, c'est après ils ont quitté leur fonction publique, ils ont tous les deux été présentés comme des champions de l'entente franco-allemande et de l'intégration européenne, mais aujourd'hui, Monet n'est plus connu au public allemand, et il y a plusieurs rues et écoles qui portent le nom de Schuman, mais je pense qu'ils sont largement oubliés. Merci.